Tankol a un plan pour eux. Tankol a toujours un plan. On a la figurine de Gotrek AOS, c'est pas Félix. Je dis ça, je dis rien sur son destin. Bien évidemment, bien évidemment. Mais ça, n'oubliez pas que c'est le Lord de Games Workshop. Traduction, End Times de merde. On verra ce qu'ils vont donner aux nôtres. Bon, vous êtes chaud? Vous êtes bien calé devant votre PC, devant votre téléphone. Vous avez dépopé la peinture. Vous avez choisi votre figurine à monter ce soir. Et j'ai bien dit figurine, bande dégueulasse. Ou alors vous êtes vraiment captivé par cette soirée et vous êtes à fond dedans pour vivre l'aventure du 3e chapitre. Bonsoir, bonjour YouTube. Nous allons donc ce soir entamer la 3e épopée incroyable du livre Tueur de Skaven. 2e livre de Gotrek et Félix. On en est déjà au 10e stream. On en est déjà au 10e stream sur Gotrek et Félix. Et on n'a même pas fini le 2e livre. Je vous rappelle qu'on en a 12 à faire. Donc, on a encore du temps devant nous à profiter de ce duo iconique et légendaire. Donc ce soir, le chapitre s'appelle une série de l'été, donc ouais, une grosse série de l'été. Hein. On va péter la centaine sans problème, c'est fortement possible. Ce soir, le chapitre s'appelle Équipé nocturne. Et je vais personnellement me permettre, désolé William King, j'adore l'Écosse, je vais me permettre de transformer ce titre en non pas équipé nocturne, mais épopée nocturne. Car, vous l'avez peut-être compris, mais le livre Tueur de Skaven est pour moi un plaisir incommensurable à lire et à relire, parce que je hais les Skaven en termes de lore, je les déteste, j'ai envie de... Vraiment, en termes de lore, s'il y a une race qui devrait se faire atomiser et exterminer, ça me ferait plaisir que ce soit les Skaven. Et depuis les 2 premiers chapitres qu'on vient de faire, on a remarqué que les Skaven sont excellemment représentés dans ce livre de Gotrek et Félix. Ce soir, c'est véritablement l'épopée. Voilà, je vais vous dire ça. C'est de l'incitation à la haine, ça? Bah évidemment, mon cher Castor, mais que veux-tu? Donc, je vous rappelle le contexte, bien sûr, où nous en sommes. Nous sommes toujours dans la cité de Nuln, bien évidemment. De toute façon, tout ce chapitre se passe dans la cité de Nuln, là où Gotrek et Félix sont installés. On a toujours un petit peu ce petit brainstorming de Félix au début de ce chapitre, comme dans tous les autres chapitres. Et ce que nous partage Félix un petit peu sur ce qu'il a vécu depuis quelques semaines maintenant à l'intérieur de la 3e ou 4e plus grande cité, peut-être plutôt 3e plus grande cité de l'Empire, il n'est pas rassuré. Il est vraiment pas rassuré du tout, Félix, en ce moment. Il est sur les nerfs un petit peu, un peu dans la panique non, mais dans la paranoïa un petit peu, parce qu'il a bien compris que à Nuln, Gotrek et lui ont des assassins qui leur courent après. Voilà. Il le sait, hein, parce que leur ancienne logeuse s'est fait assassiner à la porte de leur chambre, enfin de la chambre de Félix. Il sait même que la nuit même où il était en train de commencer à passer une bonne soirée, il s'est fait attaquer en mode cible vérifiée et posée par des Skaven assassins. Donc Félix est plutôt dans le flip. Cependant, il nous spoil que dans l'aventure qu'il va raconter aujourd'hui, ils vont trouver des alliés. Des alliés qu'il détermine lui-même comme sûrs. Par contre, qui auraient des motivations secrètes. Voilà. Et là, tu te dis, waouh, ils vont tomber sur un allié, il va y avoir un 3e dans le duo. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'il a peur aussi pour son frère, non? Alors, il ne précise pas comme ça. Il ne précise pas qu'il a peur pour son frère. Il a vraiment plus peur pour lui. Donc, l'aventure commence bien évidemment à nouveau dans le cochon borgne. Vous vous rappelez, on l'a présenté la semaine dernière, le cochon borgne, la fameuse auberge taverne où travaillent Gotrek et Félix en tant que videurs et protecteurs des lieux. Une auberge assez grande, celle qui a connu l'assaut des assassins échines du clan Skaven, commandé par
Tankol, hein, le grand méchant qui est sous la ville. Ils sont toujours posés ici même, sous l'autorité, entre guillemets, en tout cas engagés, par un ancien ami de Gotrek, Heinz. Heinz, qui est un vétéran des guerres impériales, aujourd'hui patron de bar, parce que ça fait plaisir. J'aime pas quand le récit démarre, voilà ce qui va arriver à la fin. Mais vous allez comprendre. Salut Daximus, bonsoir. Heinz dit ketchup, ouais, on va pouvoir se nommer ketchup, ouais, c'est ça. Et donc, vous retrouvez bien sûr Félix ce soir, en train de discuter légèrement avec Heinz. Meilleure reconversion ever, n'est-ce pas le rêve de tout le monde? Félix, le GOAT en séduction, évidemment. Félix, après avoir été légèrement réveillé par Heinz en sursaut, il n'était pas encore en faction, remarque que très rapidement, en discutant avec Heinz, la soirée va être calme. Déjà parce que l'assaut perpétré il y a une semaine, il s'est passé 7 jours, depuis l'assaut Skaven, la fréquentation de l'auberge est un peu moins grande. Voilà, ça a été un peu plus calme, un peu moins fréquenté. Il va y avoir un échange entre Félix et Heinz du genre, bon, on va peut-être, tu vas fermer boutique, l'assaut va t'avoir provoqué une mauvaise image, etc. Heinz le rassure plutôt rapidement, lui expliquant que non, de toute façon, dans 2 semaines, ça sera oublié. Et de toute façon, les nobliaux ont toujours envie de se faire un peu peur. Les criminels qui sont mes clients reviendront aussi parce qu'on est un endroit qui est peut-être malfamé, mais qui accepte tout le monde. Donc il est plutôt confiant. On ressent bien que Heinz est plutôt gentil. Il est plutôt très... pas protecteur, pas du tout. Hein. Il sait que Félix se débrouille très bien. Mais il est plutôt gentil avec Félix. Ils s'entendent plutôt bien, tous les deux. Même si on remarque aussi que Heinz est un petit peu stressé. Hein, et il a failli voir sa baraque brûler. Tout le fonds de commerce de lui et sa veuve... de sa femme morte. Il a failli tout perdre la semaine dernière. Donc il est un peu aussi sur le stress. Et il regarde un petit peu au-dessus de son épaule. En même temps, c'est un vétéran. Hein. C'est un bro. Ouais, alors c'est pas un bro autant que Gotrek, mais quand même. Et Heinz rassure en disant que ce soir, il y aura presque même personne. Ce soir, il le sait. Pourquoi? Parce que à Nuln, à la date où se passe cette aventure, eh bien, la soirée même porte le nom de la fête de Verena. Ce soir, c'est la fête de Verena. Il n'y aura pas grand monde à la taverne et il n'y aura même pas grand monde dans les rues. Qu'est-ce que c'est Verena? Qu'est-ce que c'est la fête de Verena? Point lore, si vous voulez un petit peu de... Parce qu'on est là pour ça quand même, on présente le lore ici. Verena, c'est la déesse de la justice. Pour les vivants. Elle est la femme du dieu mort, M-O-2-R, qui lui est plutôt la justice pour les morts. Il protège les morts et il veille sur les âmes des justes. Je suis le vieux fantôme, pas de soucis, Champêtre. Verena, c'est une déesse très appréciée dès qu'il y a un tribunal ou des choses comme ça, mais c'est aussi quelqu'un qui veille bien sur sa famille car elle protège les vivants. Une chouette et un hibou, meilleure déesse, en effet, tout à fait, la chouette, la hibou. Elle est aussi représentée par la balance, bien sûr, vous en doutez. Elle est très très sage. Pour vous donner un exemple, c'est la mère de Shalia en déesse, donc la déesse super protectrice des soigneurs, et c'est aussi apparemment la mère de la déesse Myrmidia. Donc voilà, disons que Verena, elle en impose un peu, et c'est une fête où les gens ont l'habitude de dîner et de prier en famille toute la nuit. Donc la fête de Verena, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que à Nuln, elle est patronne de la ville, Verena, et surtout elle est aussi patronne des mécaniciens. Vous l'avez compris aussi, Nuln, c'est la cité des ingénieurs. C'est une énorme cité ingénieur. C'est même là-bas qu'il y a l'école d'ingénierie. Donc cette fête est très importante pour les habitants de Nuln. Salut mon Raoult, j'espère que tu vas bien. Donc, fête de Verena, ça devrait se passer cordialement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Les choses se détendent en ville. Alors cependant, il se passe quelque chose en ville ce soir. Alors techniquement, c'est une fête de nouvelle année. Ce qui était raconté sur la bibliothèque impériale, que la fête de Verena c'est la fête en début d'année. C'est un peu genre pour marquer, regardez, c'est la nouvelle année qui commence. Mais j'ai pas trouvé plus
plus de présentation de là-dessus. Donc je vais pas m'étendre sur ce sujet en plus. La chose, c'est que, étant donné que la fête de Verena, c'est une fête extrêmement importante pour Nuln, saint patronne de la ville, et en plus, patronne des mécaniciens, eh bien, la comtesse Emmanuelle organise dans son château privé ce soir une immense fête pour les gens du peuple, pour les pauvres. Ah ouais, allez-y, j'assume. Alors, c'est faux. C'est faux. En fait, elle organise pas vraiment une fête pour les gens du peuple dans son château. Seuls sont invités les dirigeants et élèves du collège des ingénieurs. Voilà. Collège des ingénieurs, qui est une toute nouvelle création qui a été créée à Nuln il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années à peine, et qui est une copie conforme du collège impérial qui se trouve à Altdorf, donc là où est allé par exemple Félix. Voilà. On me parle pas mal de la comtesse, et la comtesse qui parle mal au jour, bah c'est une comtesse. Hein. Oh merde, je me souviens de ce chapitre, mais nickel Rick. Pour cette affreuse masse grouillante et puante, cette populace ingrate, exactement, ça va être épique. C'est l'un des meilleurs chapitres ce soir. Et donc, étant donné que c'est un peu l'effervescence au château et que tout le reste est très très pieux, on prie en famille, on mange en famille, la soirée va être calme. Ce qui fait que Heinz propose à Félix, bah, je te file ta soirée, passe-la avec Elissa, bien sûr. Passe-la avec Elissa, j'ai vu que vous êtes plutôt proches tous les deux, n'hésite pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là, Sky? Il y a un problème? Qu'est-ce que... Ah pardon, c'était le... Pardon, excusez-moi. Attention, tu mets la caméra. Non, mais voilà. On est sur Twitch, ça va, on est sur Twitch. Et alors, j'ai vu, enfin entendu, disons que la cloison n'est pas très épaisse. Il y en a à combien de mariages, Félix? Voilà, c'est ça. La seule chose, alors voilà, la petite phrase du genre, va avec Elissa, je sais que tu es proche d'elle, je te file ta soirée. Direct, Félix va lui répondre, d'accord, mais ça te dérange que Elissa et moi, on soit proches et qu'on soit rapprochés? Et là, t'as Heinz, tu vois, Heinz, le père dominant, tu vois, le vétéran barbu moustachu, qui répond, mais pas du tout, c'est normal qu'un jeune homme passe avec du temps avec une jeune fille. Ah ouais, allez-y, j'assume. Voilà. Tu sous-entends par contre que c'est ça la normalité. Parce que Heinz, c'est un gars d'avant, quoi. Qu'on fasse crac crac badaboum, voilà, c'est ça. Donc, il est vieux, ça passe, voilà, sinon c'est hérésie, voilà, c'est ça. Et très rapidement, tu comprends que Félix explique que alors c'est gentil, hein, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Elissa est partie. Alors, elle est repartie, elle est juste en congé ce soir, et elle est repartie chez sa famille parce qu'il y a quelqu'un de malade, elle est partie là-bas. Et Heinz balance une info à ce moment-là, et je trouve ça un peu maladroit de la part de William King, donc de l'auteur, de nous balancer ça un peu comme ça à la fin de la conversation. Après avoir dit ouais, mais voilà, je te balance du lore, Verena, la ville, ouais, il y a du monde au château, tout ça. Et puis on a failli brûler la maison, mais on a survécu. Je t'aime bien, c'est cool que tu fréquentes Elissa, moi j'aime bien ça, etc. Et là d'un coup il fait ah oui, c'est vrai, elle est partie. En même temps, c'est vrai que certaines personnes en ville commencent à parler de la peste. Hein. Bon bah allez, je te laisse à ta lecture. Et il s'en va. C'est louche. Ah, t'avais pas de moyen plus subtil de nous dire qu'il y a des débuts de peste et tu dis ça normal estière, tu vois. Vraiment, il lui balance ça à la fin de la conversation. Ah oui, c'est vrai qu'on a commencé à parler de peste dans la ville. Et genre, il dit ça comme ça à Nuln, tu vois, alors que l'Empire a failli entièrement mourir à cause d'une peste noire il y a 1000 ans, enfin il y a 900 ans. Donc voilà, enfin bon. On va cramer un ou deux quartiers, ça va se calmer. Oui, voilà. Disons qu'il l'appelle. Bah, c'est un boomer, quoi. Il est... enfin, c'est pas un boomer, c'est un gars de l'ancien temps. Voilà, c'est Heinz. Voilà. Tu vois.
Et donc là, le roman, après cette discussion, c'est vraiment la transition. Et transition braguette, pour ceux qui ont la ref. C'est comme le Covid, ils n'y croient pas. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est là que le roman nous amène à quelqu'un d'autre. Et j'étais tellement fier de mon IA de la semaine dernière que je remets la même. Et là, le roman repasse à Tankol. Le roman repasse à Tankol et va y rester un bon moment durant ce chapitre. Tankol, donc le méchant de l'histoire, surtout de ce livre-là, prophète gris, magicien surpuissant et véritable représentant de la nation Skaven, est très énervé. Voilà. Il est très énervé sous terre avec le clan Scab, enfin une partie du clan Scab qui sont sous ses ordres. Pourquoi ? Parce que ce Skaven, censé provoquer une guerre civile entre Nuln et Aldorf, a échoué lamentablement au début du roman, à cause de Gothrek et Félix, et a loupé son assassinat en envoyant un clan Eshin complètement à chier tuer Gothrek et Félix. Donc il est très énervé. Et pourquoi on a un point de vue sur lui une semaine après ça ? Parce que ça fait une semaine que Tankol recherchait Chang Squeak. Rappelez-vous bien sûr, Chang Squeak, le chef de régiment des fameux assassins qu'il a envoyés lui-même. Bizarrement, Chang Squeak n'est pas rentré tout de suite après son échec, et il a fallu une semaine à Tankol pour le récupérer et l'amener devant son clan. Alors, c'est pas le clan de Tankol, c'est un prophète gris, il n'a pas de clan à lui-même. Au pied de Tankol se trouve une cloche hurlante, qui est une espèce de construction gigantesque en bois très bancal des Skaven, et sous lui se trouve le clan Scab. Rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, le conseil des 13, les chefs dominants du clan du monde Skaven, les chefs du clan souterrain, du monde souterrain, ont envoyé à Tankol avec sa demande une armée entière, un clan guerrier entier, le clan Scab, pour conquérir Nuln. Mais aussi, ils ont envoyé avec l'armée le nouveau chef de l'expédition, le seigneur de guerre Scab. Chose qui énerve au plus haut point Tankol parce que c'est quelqu'un qui va le doubler. Bien entendu, seuls les vainqueurs dominent les Skaven. Tankol ne veut pas être un second, il veut être un dominant. Donc déjà, il n'est pas content. En plus, Chang Squeak est maintenant à ses pieds. Il est cet assassin complètement nul qui est en ce moment même en train de s'excuser sous les yeux de tous les soldats de Tankol, qui sont des milliers. Il s'excuse platement, la truffe au sol, la queue bien basse, avec sa capuche ouverte, et il explique que son assaut était minutieusement préparé, ses assassins étaient parfaitement prêts, mais il a été trahi. Ses ennemis étaient prévenus, ils ont utilisé de la magie pour assassiner ses propres guerriers, et que lui, bien évidemment, en tant que champion du clan Eshin, n'y était pour rien dans cet échec, bien évidemment. Bref, un Skaven qui s'excuse pour changer un échec en quasi-victoire. Tankol, magie de la fenêtre trop petite, c'est exactement ça. Tankol qui voit ça sous ses pieds, déjà sait exactement qu'il est en train de raconter de la merde, parce que lui-même le fait très bien. Lui-même reconnaît des excuses fausses, mais surtout, il est observé là, Tankol. Parce que face à lui, il y a un de ses lieutenants qui a échoué, qui l'a mis une semaine à capturer, et ça fait quand même 2 échecs. L'assaut avec Fritz, enfin le complot avec Fritz qui a échoué, et l'assaut sur l'auberge qui a échoué aussi. Donc là, il est en train de se dire, il faut que je le bute lui. Il faut que je fasse en tout cas un exemple. Il faut que je fasse un exemple. Le seul souci, c'est qu'il peut pas trop en fait. Il réfléchit, mais il peut pas vraiment tuer Chang Squeak. Il peut pas l'exécuter comme ça. Pourquoi ? Parce que on l'a vu la semaine dernière, Chang Squeak, même si ça a l'air d'être un branque, en fait, il est pistonné. Il est l'un des élèves du maître assassin Snitch lui-même. Et le clan Eshin fait tellement peur dans la société Skaven que même Tankol, à ce moment-là, hésite pour le buter.
Cependant, il y a un autre problème pour Tankol, c'est que bientôt va arriver Vermeer Scab, c'est-à-dire le chef du clan Scab. Et ça, vraiment, ça fait suer, ça fait très très suer Tankol. Il sent qu'il va se faire doubler, mais il lui faut en plus, il lui faut quelque chose. Alors, le roman nous explique qu'il a préparé une petite surprise pour Vermeer Scab, pardon. Mais derrière, il se pose la question. Ah, mais attends, j'ai quand même échoué 2 fois. Je suis censé être un protecteur du raccord. Enfin, je suis censé être protégé par le raccordnu. Hein. J'ai eu de la chance tout le long de ma vie. Est-ce que ce serait pas ce nain Gotrek qui est son laquais d'humain qui sont bénis? Ou alors peut-être qui... Ah, c'est peut-être ça. Et là, tout d'un coup, la paranoïa de Tankol et de tous les Skaven du monde va commencer à prendre un niveau. Parce qu'il va se dire, si j'échoue à tuer un nain et un humain, c'est peut-être parce que tous ceux qui m'entourent sont des traîtres. Peut-être. Peut-être qu'en fait, ils veulent tous ma place. Et là, on a un petit peu un tour d'état des lieux des grands lieutenants de Tankol qui l'accompagnent maintenant. Alors, il a été impossible à l'IA de représenter les personnages. Elle était totalement larguée. Donc, je vais vous montrer des images de Warhammer qui existent, tout simplement, parce que l'IA était complètement larguée. J'ai réussi à faire un Tankol, mais là, c'était trop. Donc déjà, il présente Isaac Grottel. Alors, je sais, c'est une image de Trott. Ne me cassez pas les couilles. Isaac Grottel, quand il le décrit, c'est un Skaven obèse, mais genre obèse, qui est sur un palanquin de 4 raogres. J'espérais tes dessins. J'ai pas eu le temps, Coutelot, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc le gars, c'est un chef de guerre posé sur un palanquin, lui-même posé sur 4 raogres. Voilà. Pas mal. Pas mal. Hein. C'est... Alors, voici ce qu'on appelle le clan Moulder. Pour ceux qui ne connaissent pas, le clan Moulder, c'est le clan des Skaven qui utilise des mutagènes pour développer le corps physique. Mutagènes, bien sûr, basés sur la malpierre. End Times à part, la soif de pouvoir, la fourberie et surtout la paranoïa des Skaven, c'est quand même une super façon d'avoir une faction limite broken, mais qui se casse pas souvent l'histoire. Oui, c'est ça. Il doit pas être gros. Ouais, alors voilà, quand même, c'est assez important. C'est un gros bonnet? Eh bien, pas du tout. On comprend juste qu'il a été envoyé par le Conseil des 13 depuis les troupes qui sont cachées sous le pic noir, à quelques kilomètres, enfin quelques centaines de milliers de kilomètres au sud-est. C'est le représentant du clan Moulder sur site. Donc en gros, Tankol, on le voit, qui passe son regard de lieutenant à lieutenant. Et là, quand il croise le regard de Isaac Grottel, eh bien, Isaac Grottel tout de suite baisse la tête. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est soumis. Pour Tankol, dès qu'il y a une réaction comme ça veut dire que s'il le regarde et que l'autre baisse le regard, c'est qu'il est soumis. Mais quand même, il s'en méfie parce qu'il est arrivé avec beaucoup de monstres. Et il est arrivé surtout il y a... Voilà, récemment. Ensuite... son regard continue et on passe sur un autre Skaven qui s'appelle Villebroth Nul. Villebroth Nul, lui, la description de Tankol est très simple. Il le décrit comme un prêtre de la peste, l'un des clans les plus fanatiques, si c'est pas le plus fanatique des clans Skaven, ceux qui vénèrent la corruption du rat cornu lui-même. Ce n'est pas un cornu, attention, ce n'est pas un prophète gris, c'est bien un prêtre de la peste du clan pestilien, du clan pestilens. Et tout simplement, Tankol remarque qu'il a du mal à voir à travers les bubons et la capuche déniapée de Villebroth s'il le regarde ou s'il baisse les yeux. Et de toute façon, il se dit, ouais, en fait, ces mecs-là sont même trop dérangés pour la société Skaven. Je suis pas trop chaud pour un affrontement avec lui. Et là, Tankol espère que c'est pas lui qui fomente un peu dans son dos. Vener de Glitch, la version malade du racornu même, exactement. Non, Saul, c'était une représentation du clan Moulder, parce que j'ai pas réussi à faire l'IA. C'est pour ça que tu as vu Trott le Galeux il y a quelques minutes. Enfin, il y a un dernier personnage qui est présenté, qui s'appelle Eskit le Borgne.
Eskit le borgne, il a des rouages qui émettent un peu de bruit. Il est habillé dans une espèce d'armure mécanisée. Et surtout, il a une espèce de regard, des espèces de spasmes un petit peu électriques. Et ce Skaven-là, Eskit le borgne, est un technomage. Il est un technomage, c'est-à-dire c'est un magicien Skaven, mais qui réussit à maîtriser la magie car il maîtrise la Malpierre. Pas parce qu'il a de la magie en lui. C'est un magicien techno, un technomage. Ce sont des très grands rivaux dans la société Skaven. Ce clan-là, c'est le clan Scryer. Si les Moulders, c'est le mutagène. Si les Pestiliens, c'est la magie elle-même pure qui vient de la corruption. Les technomages, c'est la magie du boom, de l'uranium et de la Malpierre. Et ce sont de très grands rivaux des prophètes gris. Eskit le borgne, Tankol le regarde bien. Il voit un petit peu que, comme tous les autres Skaven, ils attendent le jugement qui va se passer sur l'assassin. Et il se dit, ouais, alors lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas, Eskit le borgne. Déjà parce que c'est un scryer. De deux, parce que c'est lui qui a construit le Queen Loin que Tankol, rappelez-vous l'épisode précédent, c'est lui qui a construit le Queen Loin qui a explosé, qui a failli tuer Tankol. Et là, Tankol se dit, est-ce que c'est pas lui au final? Et rapidement, il se dit, ouais, non. Parce que les technomages sont très fiers de leur machine. Ça voudrait dire que c'est ce technomage qui a construit une machine pour essayer de la faire exploser et tuer Tankol. Et là, il se dit, non, c'est peu probable dans leur orgueil qu'un technomage pète sa propre machine. Bon, il va décider de l'épargner. Il dit, de toute façon, non, mais il va pas vouloir volontairement péter sa machine, je vais l'épargner, c'est peu probable. Bon, et surtout, c'est pas du tout parce que sa garde personnelle à Eskit le borgne est composée de tireurs d'élite surentraînés qui sont des Jedi. Les Jedi, voici la représentation, vous en avez. Ce sont des Skaven qui ont copié une technique de tir qui vient de Cathay, avec les fameuses grandes grues. Et justement, ces Skaven sont réputés comme les meilleurs tireurs à distance, à longue distance des Skaven, capables de te dégommer. Alors attention. Voilà le niveau de professionnalisme que Tankol respecte. Ils sont capables d'abattre une mouche en plein vol. Voilà. Alors, tu vois, quand tu dis ça, ouais, abattre une mouche en plein vol, c'est bien. Et là, tu dis, ouais, mais dans la technologie Skaven, abattre une mouche en plein vol, quand le projectile fait 4 fois la taille de la mouche, ou 20 fois la taille de la mouche, et que ça provoque une explosion telle que ça rase un arbre entier, bon. Une mouche ou une mouche de Norgal de 3 mètres, voilà. Devant ou derrière une fenêtre, voilà, c'est ça. Bref, Tankol nous présente ainsi ses lieutenants principaux. Puis ça dep, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas reflété dans les stats Rip la CT3. Chut, pas de spoil. Et donc, Tankol, il se dit, bon, alors je peux tuer aucun de ces trois-là, parce que ce sont des lieutenants qui ont des troupes très puissantes, et puis de toute façon, je me méfie trop d'eux, faut plutôt que je les surveille, plutôt que je les abatte sans preuve véritable, quoi qu'il pourrait le faire, c'est un prophète gris. Et là, en fait, il va chercher dans tous les guerriers, et dans tous les clans mineurs, entre guillemets, ceux qui sont pas des représentants de clans majeurs, et il va tomber et choisir, en tendant la patte, Lurk, le seigneur Lurk Snitchtong. Et ce seigneur Skaven est en fait son plus vulnérable chef de guerre, car il ne fait ni partie d'un des 4 clans majeurs, Eshin, Pestilien, Moulder, Scryer, il ne fait pas partie des prophètes gris, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les fameux clans majeurs guerriers, clan mort, clan riscute, et en fait, il fait partie d'un tout petit clan mineur, il est le chef d'un clan, donc il a une forme d'autorité, il est censé être un peu plus puissant qu'un Skaven de base, et tout simplement, il va désigner au hasard, véritablement, ça va tomber sur lui. C'est une illustre random. Oui, j'ai pas eu le temps et l'IA a été complètement à chier. Et donc, Tankol va lui faire, vous, Seigneur Lurk, au milieu de ces milliers de Skaven, il va faire, est-ce que vous seriez capable de faire mieux que les Eshin? Parce que tuer ce moins que rien qui a échoué, est-ce que vous ferez mieux?
Et là, bien sûr, Lurk, il est complètement pris au dépourvu. Il sait que c'est un peu une question piège. Et dans la peur, il va faire une proposition. Et il va proposer de faire mieux que les Eshin en attaquant de front Gotrek et Félix. Donc, Tankol, un peu surpris par la réponse de ce petit chef, va hésiter quelques secondes. Ce qui est dangereux pour un Skaven d'hésiter en attente d'exécution, parce que devant tout son clan, s'il hésite, ça prouve qu'il est un peu faible, ou en tout cas, il n'est pas sûr de ses choix. Monumentable erreur. Voilà, c'est à peu près ça. Et tout d'un coup, un messager Skaven va entrer dans la salle. Un messager Skaven, donc un petit raton qui court vite, vient d'arriver à l'intérieur de l'énorme base souterraine de Tankol. C'est ça, Saul, c'est ça. Ce petit messager va tendre un numérus humain creusé, vissé et cachetonné à Tankol. Tankol, en voyant directement l'humérus, c'est le porteur de message, où il y a un truc glissé dedans, remarque directement que l'ouverture, le cachet, a été ouvert et refait au moins 7 fois. Preuve que son messager a connu beaucoup d'espions, ou que c'est pas le bon messager qui est parti. Enfin, c'est pas le même messager que celui qui est parti. Voilà. Bref, depuis Scarogne, le message a dû être beau lu et relu, ce qui fait que le Conseil des 13 est déjà bien assez au courant sur ce message avant même Tankol. Tankol lève un peu les épaules en disant bon, c'est la société Skaven, on est tellement malin, tellement prévoyant que de toute façon que je l'ai repéré, je serai au même niveau que les autres. Un message plutôt sécurisé pour du Skaven, oui, c'est ça, voilà. Et le message explique que la livraison a été effectuée. Et là, tout d'un coup, Tankol, qui était énervé comme pas deux, qui se sentait observé par tout le monde, paranoïaque, qui menaçait presque n'importe qui dans son clan, enfin dans son armée, tout d'un coup devient ultra joyeux. Il est submergé par la joie. Il se tourne vers le messager et se dit qu'il a parfaitement l'excuse pour prouver sa puissance à tout le monde sans menacer un des clans majeurs. Et il carmonise et vaporise le messager qui vient d'arriver. Parce que c'est la politesse Skaven. T'es un messager, il t'apporte une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, alors que t'étais en train de parler et de montrer ta puissance, tu le tues. Voilà. Parce que c'est un esclave. C'est tout. Et là, après avoir carbonisé le messager, ce qui a fait un petit silence, après l'hésitation de Tankol, il explique ce qu'il vient de lire. Je vous lis, les paroles. De terribles nouvelles viennent d'arriver. Le seigneur Vermek Scab, donc l'envoyé du Conseil des 13 qui devait remplacer Tankol, Scab est mort à cause d'un terrible accident. D'où la joie de Tankol. C'est que son message, enfin sa livraison, certainement une bombe, a explosé et a tué Scab. Il va demander, lui-même Tankol va demander la tradition de 10 battements de cœur de silence pour Scab. Et maintenant, nous allons préparer la phase suivante. Je suis obligé, moi-même, de prendre la tête des opérations. Autrement dit, grâce à La magie. Tankol a réussi à exploser le plan du Conseil des 13, littéralement en tuant Scab, et a une excuse, vu qu'il était le chef à la base qui devait être remplacé, mais que le chef remplaçant est mort, il redevient le chef. C'est lui, le grand chef, pour toutes les armées de conquête qui sont arrivées. Quel hommage, ouais, quel hommage quand même. Oui, c'est ça, voilà. Le chef est mort, je suppose que c'est moi le patron encore. Oui, voilà, c'est ça. Et en faisant ça, en se disant lui-même chef, Isaac Grottel, donc le Moulder, Vilbroth Null des Pestiliens et Eskit le Borgne vont tous ne pas être d'accord. Isaac Grottel, donc le Moulder, va interrompre Tankol dans son excuse et va lui dire « Je suis l'aîné des Skaven ici, c'est moi le plus vieux seigneur de guerre, donc mon devoir c'est de diriger.
le clan Moulder a déjà beaucoup trop investi ici. Parce qu'il parle beaucoup d'investissement, le clan Moulder. Derrière, c'est les Pestiliens qui renchérissent avec Null, qui disent non, c'est nous qui devons prendre la ville, nous, car nous avons un plan infaillible. Et derrière encore, c'est Eskit le Born qui va reprendre, non, pas d'accord, contre les Pestiliens, en disant c'est à moi et à mes machines que doit revenir le commandement. Et en quelques secondes, tout s'emballe dans le clan. Il y a des fusils qui sont tendus, les raogres du palanquin qui commencent à grommeler, et le prophète de la peste qui commence à sortir une boule, une fiole qui a l'air de faire des bulles et d'émettre une fumée verte. Ça va tout exploser dans quelques secondes, et Tankol, quand il voit ça, sourit. Il est content. Il est content car il se dit que tous ces lieutenants se chamaillent déjà entre eux. C'est typique Skaven, il leur faut un vrai chef. Ils sont tous les uns contre les autres, aucun ne sont liés entre eux contre lui. Parfait. Donc il va reprendre la parole et il va balancer: frère Skaven, le conseil m'a nommé chef avant Scab, c'est donc moi qui dirige parce que c'est l'ordre du conseil. Mentionner le conseil des 13 en poids d'argument dans le monde de Warhammer quand on est un Skaven, il n'y a que les prophètes gris qui peuvent se permettre ça, ou les plus grands seigneurs de guerre. Parce que le conseil, tu le nommes pas n'importe comment. Il entend tout, le conseil, il sait tout. Donc s'il l'utilise comme une excuse, à moins que les autres aient des preuves accablantes, tout le monde se tait. Tous ces lieutenants se taisent. Et les 3 lieutenants même s'excusent. Les 3 lieutenants des clans majeurs. Et chacun, genre Grottel, Villebros et Eskit, chacun fait: oh là là, je suis outré par ce que disent les 2 autres, c'est bien vous le chef-chef. Tu vois ? Et tout d'un coup, ça se calme. C'est un repas de famille normal. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi les Skaven n'arrivent pas à dominer le monde, voilà la réponse. Exactement. Voilà, exactement. Impasse Mexisen, je sais plus. Ouais, c'est à peu près ça. Et donc, ça va se calmer. Tankol a donc pris la direction des opérations officiellement. Et là, le roman va passer, un peu plus tard, à Lurk Snikton, dont vous vous rappelez, c'est le chef de guerre qui est nommé par Tankol pour tuer Gotrek et Félix de front. Le seul truc, c'est qu'après cette petite tension de discussion sous les égouts, donc dans la base de Tankol, il s'est un peu isolé, hein, Lurk, parce que c'est un Skaven, certes il est arrivé chef de guerre, mais il aime bien être tout seul, évidemment, parce qu'il a un peu peur. Hein, il a un peu peur dans tout ça. Merci Joris pour l'abonnement sur YouTube. Il aime bien les coins reculés, tout seul, dans des coins où il n'y a pas de lumière, sous les égouts, parce que voilà, hein, personne ne peut le stab dans le dos à ce moment-là. Et en fait, on comprend que ce chef de guerre Skaven, qui est censé être donc une élite parmi les élites chez les Skaven, même si c'est un petit chef de guerre, il est quand même le chef d'un clan. En fait, il est blotti en armure avec son épée, dans des tuyaux, au plafond, dans des égouts, dans le noir. Genre quelques vingtaines de minutes ou trentaines de minutes après sa mise à mort officielle, presque, par Tankol en disant: ok, bah allez tuer Gotrek et Félix tout seul. Voilà. Et en fait, sans cette couardise typiquement Skaven et ce petit moment de paix pour un Skaven assez étrange, eh bien, il n'y aurait pas eu vraiment d'avancement. Ça vaut le coup d'être chef. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il se cache là, mais d'habitude, personne ne vient avec lui. C'est une cachette. Effectivement, il n'y a que lui qui la connaît. Sauf que, alors qu'il est, rappelez-vous, caché hein, en haut du plafond, dans les tuyaux, il entend des pas qui approchent dans son tuyau, à lui, dans son grand tuyau des égouts. Et au début, ça l'énerve un peu. Il s'est dit: je vais peut-être faire un peu le bolos en sortant, en faisant barrez-vous, c'est à moi. Mais il se dit: je vais avoir du mal à m'expliquer. Donc autant rester caché. Et il entend des voix. Il entend 2 voix. Il reconnaît assez rapidement une des voix. C'est Erskit du clan Scryer. Eskit le Borgne. Et Eskit le Borgne discute avec son second, le second du clan Scryer présent sous Nuln, qui s'appelle, attention, Squeak Squeak. Les noms. Les noms.
Squeak Squeak et original. Voilà, c'est comme les jouets pour chiens. C'est ça, c'est ça. Squeak Squeak et Erskit le borgne échangent tous les deux. Et bien évidemment, le chef des Scryers balance du maudit Tankol, ennemi du clan Scryer. Et là, tout d'un coup, plot twist, il raconte comment il a pu survivre à l'explosion du Queen Loin. Peut-être qu'il est vraiment protégé par le racornu. Et là, tout d'un coup, tu comprends que, au final, Tankol se trompe. C'est bien Erskit qui a essayé de le buter en faisant péter sa propre machine. C'est une marque de fromage au Québec pour faire la poutine. Ah, je ne savais pas. Donc on apprend bien que, en même temps, technique d'assassinat, tentative d'assassinat et assassinat réussi, c'est la société Skaven. Rien de vraiment surprenant. Mais ça fait quand même douter Erskit en se disant, mais comment il a pu survivre? Il est peut-être vraiment protégé par le racornu en fait. On va se méfier. Il va se méfier énormément de Tankol, il va falloir s'en débarrasser. Et de toute façon, pour s'en débarrasser sans essayer de le tuer, mais simplement en prouvant qu'on est meilleur que lui, en réussissant, Erskit demande à Squeak Squeak, ça me fait rire ces noms, où en est l'autre plan, celui qui, militairement, symboliquement, représentativement, va dépasser Tankol et donc faire du clan Scryer le chef de l'équipe qui conquérera Nuln. Eh bien, Squeak Squeak lui répond, ce soir, nos Skaven sont prêts à voler le trésor des choses hommes. Ce moment, cette nuit, c'est le moment rêvé, car la grande éleveuse, traduction, la grande éleveuse, c'est la comtesse Emmanuelle de Nuln, c'est comme ça qu'il la surnomme. La grande éleveuse a invité tous les humains qui manipulent les machines. Personne ne sera dans l'arsenal. Lançons l'opération cette nuit au plus tôt, parce que nous devons voler la technologie des machines à vapeur des humains. On les volera pour les améliorer, on les revendra, et grâce à ça, le clan Scryer sera surpuissant et on dominera le clan Skaven, les clans Skaven. Squeak, squeak, squeatel. Ouais, c'est ça. Bien évidemment, Erskit accepte ça. Il sait que de toute façon, c'est la seule manière de renverser Tankol sans risquer la rage du racornu. Il va le doubler. Il va mettre en place son opération et il accepte de lancer ses troupes ce soir même, cette nuit même, pendant la fête de Verena, dans l'arsenal de Nuln pour tout simplement voler les technologies à vapeur des humains. Quand Erskit se barre, l'orc, qui encore une fois est toujours caché en haut et qui ne s'est pas fait repérer, voit Squeak Squeak, le second de Erskit, lui faire des gros fucks dans le dos. Il dit genre, t'es mon chef, je te déteste, tu es un Skaven, je te tuerai. Et directement Erskit qui se retourne, et l'autre qui fait des révérences, parce que chef, oui, je suis un Skaven. Donc voilà, ça représente parfaitement les Skaven. Et l'orc arrivera à ne pas se faire repérer. Et les deux partiront, parce qu'ils sont venus ici. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où personne ne va jamais. Et ils ne savaient pas en fait que l'orc était là. C'est un endroit pour faire des messes basses et faire le plan, expliquer que le plan est prêt et qu'il faut se lancer ce soir. Et l'orc, en ayant entendu tout ça, va venir ramper aux pattes de Tankol et va lui dire « J'ai trouvé un complot vous visant, maître !» Et là, tout d'un coup, Tankol va écouter les moindres détails de l'orc. Malheureusement, après avoir compris donc que Erskit cherche à le doubler, il sait qu'il ne peut pas le tuer maintenant. Tu sais, il aurait l'autorité, il peut dire ah, « T'as essayé de me doubler, je sais, pour ton plan, zap, je te tue avec mon laser et t'es mort. » Il peut pas le tuer parce qu'il est trop puissant, il est en rapport au clan Scryer, c'est trop dangereux de se mettre le clan Scryer à dos. Et en plus derrière, il est trop nécessaire. Parce que ce technomage-là, il maîtrise énormément de technologie, il est trop utile pour son avancée, qu'il ne peut pas l'exécuter simplement. Et là, Tankol a une idée. Il se dit, Erskit lui essaie de lui mettre à l'envers, il va mettre à l'envers Erskit. Il va prévenir des personnes que lui sait très dur à tuer et qui n'attendent qu'une chose, attaquer des Skaven. Tankol va prévenir
Gotrek et Félix de l'attaque nocturne ce soir de Eskit. Ces deux ennemis vont s'entretuer, ce qui est bien la preuve absolue que Tankol est le plus intelligent de tous les Skaven. Ce plan est machiavélique, typiquement Skaven. Il ne va même pas se mouiller les mains lui-même. Il va envoyer Gotrek et Félix tuer Eskit. Si Eskit les tue, il est gagnant. Si jamais Gotrek et Félix tuent Eskit, il est gagnant aussi. Il gagne sur les deux plans. Ce qui fait que quelques minutes, heures plus tard, Félix sera contacté par un petit mendiant, un petit gamin, un petit gosse. Technomage, ce sera le troisième membre du groupe. Félix va simplement, ayant pris sa soirée, parce que comme vous l'avez compris, il n'y a pas grand monde ce soir dans le bar, un petit mendiant va venir. Bonjour, je cherche un monsieur. Bon, Félix étant l'une des seules personnes présentes va s'adresser à lui, lui dire oui, qu'est-ce que tu as? J'ai un monsieur, un message pour la fourrure blonde qui vit ici. Là, Félix va lui faire quoi? La fourrure blonde? Bah moi je suis blond. Qui c'est qui t'a donné ce message, gamin? Et là le gamin va lui dire bah c'était un vieux, mais un vieux mystérieux comme Perceval. Mais il était bossu, il avait des grandes locks sur... J'ai pas vu grand chose de lui, mais par contre il avançait super vite pour un vieux. Il m'a laissé le message et puis il s'est barré. Mais quand il s'est barré, je suis presque sûr d'avoir vu une espèce de serpent lui couler dans le dos et passer entre ses jambes. Et Félix lui dit, mais attends, c'était un serpent, tu veux dire un peu comme une queue de rat? Et là, le gamin, il fait, ouais. Et là, le gamin commence à avoir peur en se disant, ouais, vous pensez que c'était un mutant qui m'a donné ce message? Félix va calmer le jeu, va lui dire, ouais, c'est bon, t'inquiète. Bon, vas-y, prends ta pièce et barre-toi. Et directement, il va pas lire le message. Il va demander au gamin où est-ce qu'il a vu ce mutant lui donner le message. Ça se passe dans l'allée des Bigleux. Et il appelle Gotrek en lui disant, viens, je t'explique sur la route. Bien sûr, Gotrek lui fait confiance. Et le duo part dans l'allée des Bigleux. Gotrek et Félix, quelques minutes plus tard, se trouvent à l'intérieur de l'allée des Bigleux. Et très rapidement, Gotrek lui explique que c'est pas possible. C'est très certainement un Skaven en effet, mais impossible de le pister. Il ne sent rien, il ne repère rien dans la rue. Et de toute façon, dans la rue de l'allée des Bigleux, il y a une douzaine d'accès aux égouts autour d'eux. Ça mène dans le dédale, les grands soubassements de la ville, là où il y a les pauvres, les malfrats, le labyrinthe des égouts. Impossible de retrouver un Skaven tout seul, porteur de messages là-dedans. Donc, ils lisent tous les deux le message. Alors, bien évidemment, le message est plein de fautes. Impossible de vous le décrire à la voix humaine, à moins de vous l'afficher sur l'écran. Mais tout simplement, le message est écrit à la fois en gothique humain et aussi avec des morceaux de nains au milieu, donc runiques. Et ça explique, amis, attention. Des rats mauvais du méchant clan Skaven Skraer, qu'il soit maudit à jamais, surtout celui qui s'appelle Eskit, ils veulent attaquer le collège de l'ingénierie cette nuit après le coucher de la lune. Ils veulent voler vos secrets pour s'en servir. Vous devez les arrêter ou ils pourront conquérir la surface du monde. Signé votre ami. Bon. Gotrek et Félix se mettent immédiatement d'accord. C'est un piège. Littéralement, c'est un piège. Félix tente de négocier. On prévient les autorités. On leur montre le message. Et Gotrek va lui dire, on va dire quoi? Déjà, tu te rappelles la dernière fois qu'on a essayé de parler des Skaven? Évidemment. Donc, Félix lui fait, mais on peut pas rien faire. Et là, Gotrek va lui répondre, mais on va pas rien faire. J'ai jamais dit qu'on ferait rien. C'est un piège, on le sait. Bon, on y va. On s'occupera nous-mêmes de ces saloperies. Et donc, Tankol a raison. À peine ont-ils lu le message, ils savent que c'est un piège, et pourtant, ils y vont quand même, au moment de la nuit, pour tout simplement surprendre les Skaven en train de voler les choses des hommes. Mais en effet... C'est louche. C'est louche. C'est un piège, marchons dedans. Voilà. Dans le doute, je pète des trucs. Voilà, tu vois. Donc Tankol est ravi d'apprendre ça. Alors, rapidement, tout va se passer très vite. Tout va se passer très très vite. Eskit le borgne, avec Squeak, son second,
Et l'intégralité de ces troupes du clan Scryer présentes sous Nuln vont se mobiliser pendant quelques heures avant la lune, c'est-à-dire vers les 2-3 heures du matin. Et là, le clan Scryer va préparer du lourd, mais genre du lourd. C'est-à-dire qu'en passant par les égouts et en se mettant sous l'arsenal de Nuln, Eskit, il a tout prévu. Mais vraiment, il est venu avec des centaines et des centaines d'esclaves et de guerriers des clans. Il est venu avec des machines de guerre Skaven du clan Scryer, genre des lance-flammes. Pardon. Le lance-feu qui est présent est une machine de guerre assez violente, hein, surtout dans des lieux confinés comme des arsenaux ou des tunnels. Et il est même venu avec des lanceurs de globes, des globadiers, l'une des horreurs du clan Scryer, qui sont donc des Skaven portant des masques à gaz et ayant avec eux des grenades portant du poison mortel. Donc le clan Scryer a préparé pendant des heures, voire 4-5 heures, parce que dans la discrétion, ils ont préparé le plan pour ce soir. Ils se sont installés sous l'arsenal principal du collège d'ingénierie, qui est donc vide, parce que tous les étudiants sont invités chez Emmanuel ce soir-là. Et de toute façon, Eskit a déjà envoyé à la surface les assassins et Shin qui sont engagés par tout le monde. De toute façon, eux, ils connaissent le secret. Ce sont les membres du secret. Il a envoyé les assassins tuer les gardes pendant que lui s'apprête avec des espèces de disqueuses de son clan, creuser un grand trou sous la place centrale de l'arsenal pour débarquer avec des passerelles entières, tout son clan Scryer, enfin ses membres du clan Scryer, à l'intérieur même de l'arsenal, sans même entrer par les portes des fortifications de l'arsenal. Donc bref, il va arriver par-dessous. Eskit qui joue à Payday 3. Oui, c'est ça. Un lance-feu dans un bâtiment plein d'armes à feu et de poudre, c'est un peu suicidaire, non ? Tout est relatif, d'accord. Et donc, à l'heure pile, l'escouade va commencer et l'assaut commence. Les Skaven sont prêts, c'est le moment, let's go. Gotrek et Félix, eux, vont arriver devant le collège d'ingénierie. Le collège d'ingénierie à Nuln, c'est des murs vraiment assez hauts, fortifiés avec des tourelles, qui possèdent en haut des murs des tessons de verre pointés vers le haut et des barbelés. Même en voyant ça, Félix va s'en foutre un peu, il sait qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ces trucs, même s'il n'entend rien. Et il se dit, non mais on s'en fout, allez, on monte. Ils vont grimper le mur. Bon, Félix va bousiller sa nouvelle cape, mais ça on s'en fout un petit peu. Il va même aider Gotrek à monter. Et quand ils vont arriver en haut des murs, discrètement, c'est à pleine nuit, ils se font pas en tapant la porte. Hey, ouvrez-nous, vous êtes en train de vous faire envahir. Non, ils savent que personne ne les croirait. Ils montent discrètement et Félix comprend pourquoi les Skaven ont attaqué ce soir. Premier coup d'œil à une tour à la droite, une fois qu'il est en haut, il voit un des gardes affalé contre un mur en train de dormir. Il se dit super, le garde qui picole pendant la soirée de Verena et qui fait même pas son travail. Il regarde sur la tour de gauche et il voit un autre garde, alors encore pire, il est en train de dormir au sol de la tour. Et là, Félix comprend. En 3 secondes. Il s'approche un peu et il voit que sur le dos d'un des gardes, il y a un poignard planté dedans. Et il voit en fait qu'ils sont morts. Et que tous les gardes sont déjà morts. Ok. Et là, il fait bon, ben, on y va. C'est une très mauvaise idée, mais il faut y aller. Et ils vont arriver et voir le spectacle. À l'intérieur de l'arsenal, qui est de l'école d'ingénierie, qui est immense, c'est un campus littéralement fortifié, au centre même du campus, du collège d'ingénierie, il y a un arsenal, un entrepôt gigantesque, avec des murs en pierre solide, des caisses absolument partout, et du haut justement des murailles, Gotrek et Félix vont voir des centaines de rats en train de piller l'endroit. Oui, ça a été très très compliqué pour l'IA aujourd'hui, je vous le dis. Donc vous verrez des images, mais du mieux que j'ai pu faire. Et ils vont voir en fait
que ça fait déjà des minutes, des dizaines et des dizaines de minutes que les Skaven sont en train de piller l'endroit et d'amener sous terre par le grand trou, le puits qu'ils ont créé en creusant la galerie. Ils sont en train d'emmener plein de matos. Sinon j'en ai une autre comme ça, voilà, qui est un peu mieux, mais c'était beaucoup trop grand, mais c'est pas grave. Voilà, vous aurez un peu comme ça. Esquite et sa garde, accompagnée de son second et de ses esclaves, pillent tout. Fonderie, arsenal, réserve, entrepôt. Ils trouvent des tromblons, des expériences, des prototypes des impériaux. Ils trouvent des arquebuses à lunettes. Il les regarde rapidement, Esquite, en voyant les arquebuses à lunettes, et il fait « Oh, c'est de la merde. Pourquoi je volerais ça alors que, littéralement, j'ai des Jedi dans mon armée donc, à quoi ça sert vraiment ?» Attendez, je vais enlever 2-3 images. Parce que j'en ai déjà trop sorti. Clac, clac. Attendez, j'en enlève un peu, excusez-moi. Clac, 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 clac. Et clac. Très bien. En continuant de chercher à l'intérieur de l'entrepôt, Esquite et son clan Scryer va tomber sur des machines de guerre. Et là, ça va commencer à l'intéresser. Il tombe sur des canons, des réserves de poudre qu'il vole directement. Et en plus, il tombe sur un canon à répétition. Les canons à répétition des impériaux, c'est très simple. C'est 3 fûts de canon attachés en V. 3 fûts, 3 fûts, 3 fûts. Un gros triangle. Et en fait, il y a un mécanisme énorme qui permet de tirer 3 fûts d'un coup, tourner, retirer 3 fûts d'un coup, tourner, retirer 3 fûts d'un coup. C'est extrêmement puissant et les Skaven ne savent pas faire ça. Ce qui fait que Esquite, quand il trouve un canon à répétition, inventation de von Mannkampf, il va commencer à le voler et le tracter avec ses esclaves, écrasant d'ailleurs 1 ou 2 esclaves sous les roues de la machine, parce qu'il de toute façon il en a des centaines, il s'en fout. Il les fait exporter, et c'est là qu'il tombe sur le trésor de l'arsenal, la chose pour laquelle ils sont véritablement venus. Ils tombent, tous les Skaven, sur un tank à vapeur. C'est pas 4x4 non, c'est 3, je crois, le canon. Je crois que c'est 3. C'est une roue de 3. Enfin, c'est pas grave, c'est un détail. En voyant ça, Esquite se met en transe. Le technomage, quand il voit ce truc, littéralement, il se fait dessus de plaisir. C'est n'importe quoi. Lorsqu'il voit cette machinerie, ce behemoth de métal, il fait oh là, littéralement, il en bave. Il voit ce blindage énorme et supérieur. Il voit la tourelle au sommet avec l'écoutille. Il voit le canon énorme qui sort à l'avant. Il voit la machinerie à l'arrière. Il voit les roues un petit peu archaïques qui permettent normalement à cette machine de rouler. Et très rapidement, il fait vite, volez ça tout de suite, emmenez-le avec nous, on prend tout. Voilà, exactement. Et très rapidement, la centaine de Skaven qui se met autour essaie de le pousser et de le tracter avec des cordages, etc. Et il bouge pas d'un millimètre. Parce que il est verrouillé, il est trop lourd pour être poussé à force de Skaven. Ce qui nous explique bien que Old World, c'est de la merde pour ce qui est de céder du terrain avec un tank à vapeur. Ok ? On peut pas pousser un tank à vapeur, Gotrek et Félix le disent. Mais bon, après, il y avait peut-être le frein à main, voilà, alors que dans Old World, il n'y a pas le frein à main. C'est possible, c'est possible. On est plus tard, donc ça, allez, ça passe, allez, ça passe. Donc, comprenant qu'il ne peut pas bouger, eh bien, Esquite a une idée. Il a une idée, et il va rentrer à l'intérieur du tank à vapeur. En entrant à l'intérieur, alors là vraiment, Esquite, il est au summum de la transe. Il est déjà en train de s'imaginer, en voyant l'intérieur de la machine, que dès qu'il aura compris comment ça marche, dès qu'il aura pu le ramener dans son clan, il va le démonter et le reconstruire. Et en construire plein d'autres. Plus gros, avec plus de malpierre. Il va bourrer de la malpierre dans le réservoir. Il va mettre plus de blindage, même d'ailleurs, parce que c'est bien, mais ça peut pas résister super longtemps. Je vais mettre encore plus de blindage. Et de toute façon, en plus, il a une idée qui est plutôt bonne, ça par contre.
il va remplacer certainement les roues par des chenilles, comme ça il ira plus vite, et puis... Enfin, il ira absolument partout, parce que les roues c'est de la merde, etc. Les chenilles c'est mieux. Bref, il se sent complètement imbattable, et il s'assoit sur le siège du commandement, vers les machines, les manivelles. Et là, il commence à regarder, et en quelques secondes, franchement en quelques secondes, ce technomage, qui sont censés quand même être des créatures extrêmement douées dans la technique, va comprendre comment allumer la machine. Il va appeler des Skaven, qui vont alimenter la chaudière en vapeur, et lui, il va commencer à bidouiller les touches, bidouiller les machines, et tout d'un coup, le moteur va vrombir, et le tank va être prêt à démarrer. À ce moment-là, Gotrek et Félix, voyant l'effervescence qu'il y a sous leurs yeux, vont prendre de la hauteur. Étant donné qu'ils sont arrivés par les murailles, ils sont en hauteur au niveau de l'arsenal, et ils vont monter par les toits de l'arsenal, et aller, vous savez, un petit peu dans les... comme dans les entrepôts, parfois vous avez des espèces de plateformes qui sont supérieures, attachées au plafond, avec des espèces de poulies. Ils vont monter en hauteur pour bien mieux observer et comprendre ce qui se passait à l'intérieur de l'arsenal. Et juste avant qu'ils rentrent à l'intérieur de l'arsenal par les toits, ils vont entendre le... Vous savez, le gros bruit de relâche de vapeur et de démarrage du moteur du tank à vapeur. Félix va se mettre sur ses yeux, faire « Putain, ils ont un dragon! C'est un cri de dragon !» Alors qu'il a jamais vu de dragon de sa vie, hein, on est d'accord. Et Gotrek va directement le regarder en disant « Non mais t'es con ou quoi? C'est pas un dragon, ça c'est sûrement un tank à vapeur. » Mais on comprend donc qu'avec ce bruit, le tank à vapeur est allumé. Et c'est là que l'épopée commence. Le tank à vapeur, avec à ses commandes Eskit, le technomage Skaven, se met à avancer. Mais il avance droit devant, avec des espèces d'embardées, comme si le moteur était froid, tu vois. Les esclaves à l'intérieur ont chargé la chaudière, Eskit est en train de s'amuser comme un taré à bouger tous les petits bubutes, tous les petits volants, etc. Il comprend comment ça marche, il commence même un peu à tourner. Il a compris comment ça marche, sauf que ce qu'il n'a pas prévu, c'est que le tank avance en fait vite. Il avance plus vite que prévu. Il est prêt à dominer le monde. Il est le plus puissant de tous les Skaven. Il montre même d'ailleurs à tous ses guerriers qu'il peut maîtriser la machine secrète des humains en 1 minute. Cependant, par l'écoutille, Eskit voit que, devant lui, sur son chemin, il y a un Skaven, un globadier, qui, en tant que globadier, était prêt à repousser n'importe quel ennemi avec ses globes, remplis de vent empoisonné, et sur la route du tank, et il est tétanisé. Tétanisé de terreur. Et Eskit ne freine pas. Il va l'écraser et avec ça, il va exploser tous les globes que portait le globadier en 1 seconde. Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise. Chargez! Il charge à travers ses globadiers, parce que plus il avance, plus la machine avance, et plus il écrase d'autres Skaven. Mais rajoutez à ça que tout d'un coup, un énorme nuage de gaz empoisonné vient d'exploser au milieu de l'arsenal, là où il y a des centaines de Skaven en train de manœuvrer, piquer les cartons, piquer les caisses, etc. Et là, tout s'enchaîne. Gotrek et Félix voient que au-dessus, vu qu'ils ont la position supérieure, le gaz ne monte pas. Il reste un petit peu, parce qu'il est lourd, il a l'air d'être très lourd comme gaz, sauf qu'il se répand en largeur et empoisonne et tue en quelques secondes des dizaines et des dizaines de Skaven qui étaient occupés à voir le tank bouger et à pousser des caisses. Est-ce qu'on a besoin d'intervenir? C'est ça. De son côté, Eskit, en voyant qu'il allait rouler sur un globadier, a eu le réflexe de survie ultime. Il a fermé les yeux
Et il a retenu sa respiration au moment où il a entendu le et le du gaz. Ce qui fait que là, pendant 30 secondes, 40 secondes, Eskit manœuvre un tank à vapeur au milieu de centaines de Skaven en train de mourir de gaz sans regarder où il va. Et il continue d'entendre et il écrase en fait plein d'autres Skaven en train de crever du gaz. Et c'est là... Et c'est là que tout d'un coup, il entend... Enfin, il n'entend pas vraiment le cri, mais il comprend ce qui se passe. Il entend des balles qui commencent à ricocher sur la carlingue de son tank, sur le blindage du tank. Et en fait, on comprend, Gotrek et Félix le voient, la garde personnelle de Eskit, c'est Jezai, son second Squeak Squeak, et tous les Skaven qui étaient à l'extérieur de l'arsenal, qui viennent d'entendre le rugissement du tank, qui viennent d'entendre les cris de terreur des Skaven en train de mourir du gaz, et qui voient cette machine gigantesque en train de tuer des centaines de Skaven, eh bien hurlent « On nous attaque! Tuez! Tuez! Tuez !» Et là, tu comprends que les Skaven croient que le tank les attaque. Parce qu'ils ont jamais vu cette machine, ils savent pas ce que c'est. Merci Winnie le Gamer, merci pour le follow, bienvenue parmi nous. T'arrives au bon moment, hein. T'arrives au bon moment. Donc, Félix qui voit ça, il est estomaqué. Il fait mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je repars pour pas me spoil, je te félicite pour cette saga. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sage pleine, tellement plus plaisante qu'une note. Avec plaisir, merci beaucoup. Non mais Gotrek et Félix trop fort en fait, c'est juste génial, c'est juste génial. Je peux pas leur jeter la pierre, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc Félix, il est, il est même surpris, il fait mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Il se tourne vers Gotrek, et Gotrek est plus là. Gotrek, il s'est TP, il est disparu, il est plus là, ce qui fait que Félix se retrouve tout seul, en hauteur, donc il se redresse, il cherche un peu des yeux, putain mais il est où Gotrek? Et il va apercevoir Gotrek, plus bas, déjà dans la salle où il y a le gaz, sauf que il va voir que Gotrek s'est mis un espèce de tissu qui a l'air très humide sur la bouche et le nez, et qui commence à massacrer des Skaven en bas. Ceux qui savent, savent, bien sûr. Ceux qui ont vu les épisodes précédents savent. Donc, au milieu du gaz, vous avez un Gotrek qui porte un masque imbibé de quelque chose, un tissu imbibé de quelque chose qui est en train de massacrer du Skaven, et un Félix qui s'est dressé tout en haut des plateformes de l'arsenal, alors que c'est le chaos en bas. Bien sûr, c'est un grand blond en cape rouge. Donc, bien évidemment que quand il s'est levé, il a attiré des yeux sur lui, il a attiré des Skaven, des Jezai, et là, ben, tout d'un coup, Félix se dit, bon, ben... c'est parti, il faut y aller, quand faut y aller, faut y aller. Et donc, alors que Eskit dans le tank est en train de hurler, mais arrêtez, me tirez pas dessus, arrêtez! Et qui va très vite comprendre en fait, mais non, en fait, je le savais, en fait, Squeak Squeak me trahit, hein, je le savais, c'est peut-être même les autres chefs qui essaient de me tuer, et en fait, je vais tous vous tuer, vous êtes tous des traîtres! En fait, Eskit pète un câble, hein, parce qu'il comprend qu'il est la cible, et il perd littéralement la notion de la réalité, hein, on est bien d'accord. Ils font tous en fait semblant de pas l'entendre hurler cesser le feu. Tankol est à l'origine de tout ça, je le savais. Et donc il va commencer à accélérer encore plus avec le tank. Cependant, rappelez-vous qu'il n'y a pas que des globadiers qui sont présents. Il y a aussi une autre machine, et c'est à ce moment-là qu'elle va arriver. Alors que Félix est en train justement de sauter sur une corde de poulie dans le vide pour faire une Tarzan au milieu de l'entrepôt, le tank à vapeur se dirige à pleine vitesse et va écraser sans aucun ménagement, prenant totalement par surprise ces Skaven qui étaient là pour balancer les flammes dans la salle pour tuer les ennemis qui attaquaient le clan alors qu'ils étaient en train de voler. Le tank à vapeur commandé par Eskit va écraser un lance-feu
Skaven. En entendant le Sproch Esquite se met à rire en disant vous essayez tous de me tuer, eh ben c'est moi qui vais tous vous tuer. Il rigole jusqu'à ce que le lance-feu s'enflamme et explose sous les roues du tank, faisant que tout d'un coup, le tank à vapeur n'est pas seulement une machine embardée commandée par un technomage fou, il est aussi recouvert de napalm et brûle de l'extérieur et de l'intérieur, car en plus, dans l'habitacle du tank, se mêlent la flamme de Malpierre et le gaz. Esquite Ghost Rider, c'est ça. C'est ça. Mais bordel, ça s'arrête jamais. Everything's fine. Un rat cocotte minute, littéralement ça. Un bon mélange tout ça. Sans compter qu'ils s'entretuent très bien entre eux les Skaven là. Ah bah là, pour l'instant tout va bien. Donc vous l'avez compris, Félix s'est jeté dans le vide avec une corde pour essayer tout simplement d'être hors d'atteinte et essayer de trouver une solution pour descendre doucement. Sauf que c'est une corde de poulie, elle est raccrochée à une poulie, les Skaven ont repéré sa position et les Skaven coupent la corde. Félix, se voyant complètement foutu, il sait qu'il va tomber dans une mare de gaz dangereux et de Skaven, il regarde même pas sous lui, il est en train de regarder les gars qui coupent sa corde. Et au moment où la corde est coupée, il va tomber et boum, va tomber, bien évidemment, vous l'avez compris, sur le toit du tank. Il tombe sur le toit du tank, se fracassant rien, mais tombant un petit peu rapidement. C'est pas ce moment-là où les Skaven se replient. Quelle chance, hein, quelle chance, quel scénario incroyable, évidemment. Au moment où il tombe sur le toit du tank, il se redresse un peu en mode ninja. Bon, il a un peu mal aux jambes, hein, ça se ressent qu'il s'est fait mal quand même. Il se redresse, et là, il voit que le tank fonce à pleine vitesse vers Gotrek. Gotrek fait face au tank. Voyant cette machinerie, est-ce que le tueur de trolls va devenir le tueur de tank? Et au dernier moment, Gotrek esquive le char, frappe un énorme coup de hache dedans, ce qui abîme le flanc du tank et fait émettre un espèce de soubresaut sur le volant de Esquite. Donc le mec qui frappe quand même super fort, on est bien d'accord. Et là, Félix ne voit qu'une chose. Il voit le tank qui est lancé à pleine vitesse et là vraiment qui n'est plus vraiment contrôlé parce qu'il tremble, il est en flammes, il y a du gaz partout et il fonce vers un mur. Vous savez les gros murs en pierre que je vous ai montré de l'arsenal juste avant? Des murs, tu vois, épais comme ça, tu vois. Des gros murs, comme Hack, tu vois. Donc, Félix n'a qu'une seule seconde pour se préparer. Et en fait, il voit l'écoutille. Il voit l'écoutille qui est ouverte. Parce que Esquite, il n'a pas eu le temps de le fermer. Et Félix plonge dans l'écoutille juste avant que le tank passe à travers le mur. Sans aucun problème, c'est un tank à vapeur, ça passe à travers les murs sans problème. Si c'est lancé à pleine abattue. Qui nous fasse cette saga en série, ce serait l'épisode of the year, c'est ça. Il n'y a plus de gaz? Si, il y a toujours le gaz, Castor, il y a du gaz toujours un peu autour. Félix a son masque, Gotrek a son masque, Félix qui est sur le toit, et il y a du gaz même dans l'habitacle. Bon, il est en train de se dissiper, rappelez-vous que le gaz des globadiers se dissipe assez vite. Et pour le bienfait du scénario, le gaz, au moment où Félix rentre dedans, il y a quasiment plus de gaz dans toute la salle, mais tous les autres Skaven sont morts. Tous ceux qui étaient dans la salle, en tout cas, sont morts, dû au gaz, ou peut-être dû à Gotrek qui est en train de faire du ménage, ou alors aux tirs fratricides qui vont de partout dans tous les sens parce que c'est la panique absolue. Et là, on a un espèce de combat parce que l'écoutille, certes, elle permet de mener à la coulevrine et donc à la tourelle, mais c'est aussi la seule position pour rentrer et d'arriver sur le siège du conducteur. Ce qui fait que si Félix il a plongé sur l'écoutille, et ben en fait, il a plongé sur Esquite, la tête en bas. Arrivant à pleine vitesse, il se fracasse contre le technomage et on a un combat à main nue où un Félix est à l'envers, les jambes qui sortent presque de l'écoutille et qui se battent, comme ça, tu vois, un peu comme ça, tu vois les jambes, avec un Félix à l'envers qui met des nions et des coups de boule
un technomage qui lui essaie de lui mettre des coups de dents et des coups de griffes parce qu'il n'a pas le temps de saisir ses armes dans la panique la plus totale. Je peux pas vous le décrire autrement, voilà, parce que ça dure quand même bien quelques paragraphes. Hein. Félix a combattu un orc au corps à corps, donc pour un Skaven, ça passe. Ouais, mais là, il a pas, tu vois, il a pas toutes ses esquives, etc. Et le Skaven, il mord. Il mord même beaucoup. Félix se fait arracher quelques lambeaux de peau. Limite, il se fait même défigurer à un moment par les dents de Eskit. Ce qui fait qu'il va quand même réussir à le choper et à le balancer à l'intérieur de la carlingue, reprenant un peu sa position, même si dans un tank, bah, t'as pas beaucoup de place, il comprend, il se cogne sur des manivelles, il comprend pas, ce qui fait qu'il se cogne sur des manivelles, ça fait bouger la machine, oubliez pas qu'elle continue de bouger, hein, et ça continue à tirer dans tous les sens, et que ça continue à écraser des Skaven de partout, vraiment c'est un capharnaüm absolu, un petit sémi, voilà c'est ça. Il y a des embardés à gauche, il y a des embardés à droite, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Et Félix va tout d'un coup ressentir un énorme choc, mais vraiment un très gros choc, et tout d'un coup, la machine s'arrête. Et Félix, en ayant été propulsé à l'avant du char, comprend en fait que le tank, dans toutes ses embardées, à pleine vitesse, vient de foncer et tomber dans le puits creusé par les Skaven. Là où ils ont entreposé tout leur pillage, le canon à répétition, la poudre, les armes, tout ce qu'ils étaient en train de voler, le tank vient de voler à l'intérieur et de tomber au fond. Il est sous les dalles de l'arsenal. Alors bien sûr, avec un Félix complètement avec les jambes en l'air, un petit peu comme dans un dessin animé, et un Skaven qui vient de se faire bolos par un humain qui vient de se propulser par le sol, c'est n'importe quoi. Et là, tout d'un coup, il se redresse. Félix, dans l'adrénaline, se redresse, prêt à combattre, tu vois. Et là, tout d'un coup, Félix, il voit derrière le Skaven la chaudière. Et il voit plein de lumière. Plein d'étincelles. Plein de... Eskit, voyant que son adversaire est stun, il se retourne et il voit, lui aussi, que ça va péter. Ça va péter. Et là, c'est un Skaven. La survie est un réflexe qu'ils ont au-delà de tout. Et il va foncer vers l'écoutille et se barrer. Félix, voyant ça et comprenant que son adversaire, qui avait pourtant certainement le dessus parce qu'il était dans un endroit confiné, il avait des dents, des griffes, etc. Et lui, il avait que ses mains. Il ne pouvait pas dégainer sa grande lame. S'il se barre, c'est que ça pue. Félix va foncer lui aussi, sortir de l'écoutille, et là, ce qu'il va voir va le tétaniser. Tout autour de lui, dans cette espèce de cavité souterraine, il va apercevoir en fait les centaines, peut-être même le millier d'esclaves, et de guerriers, et de créatures, qui, après la panique qui s'était répandue à la surface, avaient commencé à se rassembler dans l'endroit qu'ils avaient eux-mêmes creusé, donc entre guillemets en sécurité, et il comprend en fait que il y a des centaines et des centaines de créatures qui l'observent avec ce tank qui est presque totalement tombé dedans. Il voit la vérité. Voilà, Castor, exactement. Il voit la vérité. Et là, il se dit, ok, jamais je pourrai tous les combattre. Et là, Félix va faire le run de sa vie, la fin de Mass Effect 2, littéralement. Il va courir, et il va sauter au-dessus pour tenter de rattraper la surface. Il va s'accrocher, il va réussir à monter à la surface, et il va se mettre à courir en mode Michael Bay. Face à lui, Gotrek qui est en train de courir vers lui, et Félix lui fait « Attention, ça va exploser, couche !» Et là, boum, une explosion gigantesque va souffler Félix et Gotrek à la surface. Félix va tomber au sol et s'assommer, bien sûr. Par contre, on comprend que des centaines de Skaven vont être propulsés par le trou, genre comme un geyser de flammes. Parce qu'oubliez pas qu'il y a toute la poudre et tout ce qu'ils ont volé en dessous, là où le tank a explosé.
et où il y avait tous les Skaven rassemblés au même endroit. C'est trop con. C'est vraiment beaucoup trop con. It's raining Skaven. C'est ça. Et bonne année. Voilà, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Bien sûr, quelques secondes plus tard, Félix va être réveillé par Gotrek, toujours dans l'arsenal. L'arsenal qui est en train de prendre feu de partout. Merci Sinos, merci beaucoup pour le Prime, ça fait plaisir. Merci de ton soutien. Il y a des départs de flammes absolument partout dans l'arsenal. Gotrek qui est en train de redresser Félix et qui le tape dans le dos en disant hey, on les a presque tous eus, bravo, le reste a détalé il y a déjà 5 minutes. Et là, Félix il se retourne autour, il fait oh mon dieu, mais tout est en train de cramer, mais on a détruit le collège d'ingénierie. Oh là là, on les a repoussés, d'accord, mais t'imagines tous les. Il y a des flammes verdâtres, il y a des trucs qui s'écroulent. L'arsenal est même d'ailleurs en train de s'écrouler, vu qu'il y a un trou dans le mur énorme et qu'il y a une explosion dans ses fondations. Il y a des centaines de Skaven morts absolument partout. Oh là là, mais t'imagines, on a tout détruit, toutes les connaissances perdues de l'école d'ingénierie. Oh, on va être des putains de criminels. Et Gotrek qui fait bon, t'inquiète, les connaissances, elles sont là-dedans. Et ils décident de se barrer tous les deux avant que l'autorité n'arrive et ne les arrête directement en tant que saboteur de l'Empire. Mais tout ça, c'est bien pour vous dire que l'un des seuls survivants de cette soirée, du côté Skaven, c'est Eskit. Eskit le Born, qui, rappelez-vous, a vu que le tank était prêt à exploser et a détalé avant Félix. Eh bien, en fait, tu comprends qu'il a couru depuis qu'il est sorti du tank. Il a même couru sur la nuée de ses propres Skaven en marchant sur leur tête à 4 pattes, en les bourrinant, en les bousculant, pour s'écarter au plus vite du char avant qu'il explose. Et en fait, voyant qu'il n'aurait pas le temps, il a plongé dans les eaux vaseuses, dans les espèces de mares gélatineuses que les Skaven avaient laissées derrière eux en traversant les égouts par le dessous pour atteindre l'arsenal, et que c'est ça qui l'a sauvé de l'explosion. Mais on comprend que déjà il est très blessé, et ensuite que son clan est ravagé, et derrière, tous les autres sont morts, mais qu'il est presque sûr et certain que Tankol est derrière tout ça. Tankol est derrière tout ça parce que non seulement il va devoir expliquer que là, il a fait une grosse bourde, Null va être au courant de pas mal de choses, ou en tout cas va se méfier 3 fois plus. C'est un fiasco ce soir, cette expédition. Il va donc devoir s'expliquer devant Tankol parce que Tankol reste son chef. Mais il se dit que il est certainement déjà au courant. Il est un survivant. Lui, il sait. Et voilà l'épopée du chapitre 3 de Tueur de Skaven. Aujourd'hui à Nantes, on a appris que les gens ont fait un trou dans le sol de leur appart pour cambrioler la bijouterie juste en dessous. Serait-ce des Skaven? Ah, j'en reviens pas. Je pense que c'est ça. J'en reviens pas, me dit Castor. La dépopée des Skaven. Non mais ce chapitre est incroyable. En fait, Gotrek et Félix auraient pu même ne pas intervenir. C'est ça. Le chapitre le plus drôle pour l'instant. J'adore quand un plan se passe sans accroc. C'est incroyable. Vraiment, pour moi, c'est ça, les Skaven, tu vois. Donc, imaginez, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas connu Battle, qui découvrent, par exemple, les Gotrek et Félix avec nous ce soir, et qui ont suivi la fin des temps qu'on a faite ici en résumé, est-ce que vous comprenez à quel point un fan du lore, du monde de Warhammer, qui grandit en comprenant que les Skaven sont totalement désunis, même en étant joueur Skaven, hein, qui comprend que les Skaven sont totalement désunis, qu'ils sont une menace réelle, qu'ils sont innombrables, mais qui sont tellement imbus d'eux-mêmes et paranoïaques que, en ayant en plus lu les Gotrek et Félix où on te les démontre comme ça, comment on a reçu le fait que les Skaven soient ce qu'ils soient dans la fin des temps. Alors, me sortez pas, ouais, mais le raccord nu est apparu et ça a changé les Skaven en un clin d'œil. Non. Non. C'est ça, les Skaven. Il n'y a rien qui marche correctement chez les Skaven. Donc voilà, c'est juste ça qui est trop beau et qui est trop bien. Ces catastrophes ambulantes que sont les Skaven, c'est fou. Ils sont incroyables.
Les Skaven peuvent pas faire un gâteau sans qu'il explose tout plan supérieur et voit l'échec, c'est ça. Non mais t'imagines, c'est littéralement, c'est Homer Simpson quand il cuisine pour Monsieur Burns et qu'il il met un truc dans le micro-ondes, ça prend feu, il commence à faire cuire un steak, ça prend feu, et il met un bol de céréales et il met du lait et ça prend feu aussi. Tu vois, c'est ça les Skaven. C'est ça les Skaven dans le monde de Warhammer. En fait, dans End Times, parfois ça foire pour les Skaven, mais ça foire souvent dans leur sens. Mais oui, complètement, ça n'a aucune incidence le fait de foirer, donc c'est même pas drôle. Le seul truc que savent faire les Skaven, c'est faire tout péter. Ouais, eux-mêmes, hein, dedans. Le Skaven le plus RP de l'End Time, c'est Tankol qui fait péter les autres prophètes gris. Ouais, et encore, hein, Tankol, il est bien aidé par le scénar. Mais comment ils vont étouffer l'affaire? Il y a tellement de Skaven qui sont tombés du ciel après ça. C'est ça, voilà. On en est au 3e chapitre. C'est juste incroyable.